Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. Lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, GMT, la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral sera-t-elle revue avant les prochaines échéances électorales? Tout porte à croire que oui. Le directeur général Elections Cameroun, dans une note circulaire largement relayée dans les réseaux sociaux, demande aux délégués régionaux de l'organe en charge de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire de mener une réflexion et de soumettre sous huitaine leurs propositions d'amendement de la loi portant code électoral. Considérée dès sa mise en application comme une véritable avancée, cette loi a commencé à montrer ses limites dès le triple scrutin de 2013, législative, municipale et sénatoriale. De nombreux dysfonctionnements et incohérences constatés par les partis de l'opposition ont depuis lors et à chaque fois donné lieu à de vives contestations post-électorales. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Proposition d'amendement du code électoral, Elecam veut jouer sa partition. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Georges Semé, bonsoir. Bonsoir à vous, c'est Jalanto. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bien évidemment, je salue mes copanélistes. Voilà, bienvenue à côté de vous. Maître Fabien Kenyé, bonsoir. Bonsoir Saint-Chalin, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision du monde, ou télévision du peuple. Je voudrais aussi adresser un bonsoir particulier à tous nos amis politiques du MLC qui sont aujourd'hui embastillés, tout simple fait de la liberté d'expression, au premier rang desquels je voudrais nommer le professeur Alain Fogueté-Don, suivi de Bounousak, le Salomon Béas, qui certainement manque à cette télévision ou à cette émission, en passant par Charlie et Aimé, qui sont aujourd'hui emprisonnés pratiquement depuis le 22 septembre 2020, sans qu'on ne sache exactement pourquoi. Et malheureusement traduits au tribunal militaire, ou bientôt ils seront traduits pour des infractions d'insurrection et autres. Traduits au tribunal militaire, donc, qui a à sa tête le président du parti État RDPC. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, Maître Fabien Kenyé. Stéphane Goué, bonsoir. Bonsoir, cher Alain. Merci de m'avoir permis de retrouver mon frère que je n'ai pas vu depuis 2021. Zipan qui me fuit. Donc, j'aurai le plaisir d'apprécier une fois de plus ces analyses ce soir. Occasion pour moi également de souhaiter un joyeux anniversaire à un tonton, Hervé Maniencom pour ne pas le citer, et qui fête ce jour son anniversaire. Tonton, quoique nous soyons de chapelles différentes, nous sommes les fils d'une même mère. Donc le gâteau garde ma part. Merci à Serge et à tous les téléspectateurs. Bonsoir, il est Macaire Zipan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision. Voilà, il est Macaire Zipan, je commence avec vous. Quand vous avez vu, vous êtes tombé sur cette note circulaire du DG Elecam, votre impression? La première. D'abord, est-ce que vous êtes passé par l'esprit? Les lignes sont en train de bouger? Pour trop de questions à la fois. D'abord l'impression. D'abord quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, enfin on va avoir un chapitre qui permettra certainement aux hommes politiques de montrer de quoi ils sont capables. Je dis bien chapitre. La loi électorale, elle est centrale dans la vie politique d'une nation, d'un parti et des hommes politiques. Dès lors, il faut que tout le monde participe à l'évolution de cette loi-là, sans passion, et que seule la force de l'argumentaire permet d'améliorer notre processus électoral. Parce que les élections mal organisées, on sait comment ça se termine. Une fois que j'ai dit ça, je pense que de tout temps, tous ceux qui sont en politique comme moi depuis une trentaine d'années, le code électoral a été toujours au centre.
Et il y a eu des évolutions. Nous nous félicitons que cette fois-ci, même si ça vient du bord de Elekam, mais nous nous félicitons qu'enfin on ouvre franchement ce débat. Et j'espère que ce débat peut être conduit maintenant avec moins de passion. Ce d'autant plus que si nous supposons que techniquement les prochaines élections c'est dans 4 ans, mais toujours est-il que la modification, pour faire modifier le calendrier, il n'en demeure pas moins que l'opposition, dans sa grande globalité, doit prendre cela avec beaucoup de sérénité. Et je m'en vais rapidement donner 2-3 repères. Le premier, c'est que le parti emblématique de notre pays, l'UPC, en avait fait complètement un débat de profondeur depuis les années 48. Depuis les années 48. Pour que, il ne faut pas que les gens passionnent le débat en pensant que c'est aujourd'hui qu'ils sont. Puis par la suite, en 1990, le SIF en a fait aussi également une autre bataille. Pour ce qui est des partis politiques ayant travaillé suffisamment sur ce dossier, je parle avec profondeur, nous pouvons dire avec exactitude aujourd'hui que les partis qui ont travaillé soit sur cette loi, soit sur les autres antécédents, je peux citer, il y a l'UPC, le SIF, l'UNDP, l'UDC, le MP et naturellement le MDR. Voilà les partis qui aujourd'hui ont dans leur gibecière des codes bien travaillés. Naturellement, la création du RMRC en 2012 amène le professeur Maurice Kamto qui vient conclure cette vague-là. Une fois que j'ai dit ça, c'est toujours sans passion. Je souhaiterais que l'opposition se retrouve d'abord sur cette chapelle-là. Ensuite, on va élaguer et par la suite, on aura. Parce que la politique étant un rapport de force, il est bon de le construire avec toutes ses dimensions subséquentes. Le RDPC, personnellement, a ouvert le jeu. Il est bon que l'opposition s'engouffre avec beaucoup plus de stratégie et, bien entendu, plus de pertinence dans son argumentaire. Jean Voilà Sémé, le premier jet. voilà, Jean Sémé, vous êtes journaliste, vous avez vu le débat chope depuis, il y a même une formation, beaucoup de formations politiques qui ont mis les élections entre parenthèses du fait de, on parle même d'un système. Les formations politiques ne s'arrêtent pas au code électoral. Non. Le système qu'il faut revoir. Oui, et là vous faites clairement allusion au MRC et au SDF qui ont cru juste de ne pas aller dans les joutes électorales parce que le code électoral n'était pas taillé comme ils le voulaient. Et il est tout à fait légitime pour ces partis de demander que les règles du jeu soient modifiées. Il y a un problème. De manière consensuelle. Parce qu'ils ont leur doléance à formuler. Oui. Alors si leurs doléances ne sont même pas reçues ou alors intégrées dans ce code électoral, ça veut dire tout simplement que ce code électoral n'est pas comme ils le souhaitent. Donc ils ont trouvé juste de ne pas aller à ces joutes électorales. Tout à l'heure, vous demandiez au copanéliste Zipang ses impressions lorsque il a pris connaissance de ce document. Je peux répondre aussi à cette question puisque j'ai d'abord marqué mon étonnement. Je marque d'abord mon étonnement qu'un document administratif interne à une institution se retrouve sur la place publique. C'est un nouveau, Jean Sémé. Ce n'est pas nouveau, c'est récurrent, à telle enseigne que quelquefois on voit même des documents frappés du sceau de la confidentialité se retrouver très tôt le matin dans les réseaux sociaux. Donc, il fallait d'abord que je marque... Est-ce que c'est le peuple qui va chercher ces documents? Non, je crois qu'il y a des maladresses administratives. Le citoyen lambda? Il y a des maladresses administratives. Du système électoral. Manière consensuelle. Quand vous avez vu ce document au MRC, comment vous réagissez? Il commence à vous écouter? Je ne le pense pas. Comment ça? Nous pouvons dire que nous avons pris acte. Ah, vous avez pris acte de cette décision. Est-ce que ce n'est pas un début de solution? Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Voyez-vous, il y a eu, je crois, déjà un précédent dans les déclarations de l'ECAM qui disait déjà que le système électoral n'est pas bon de l'intérieur. Oui. Après, moi, je voudrais dire, et c'est pour le regretter, que depuis le vent d'Est qui a soufflé dans toute l'Afrique, nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui à la traîne par rapport au processus électoral. Or, le processus électoral consensuel est le seul gage d'une paix dans un pays.
Parce que lorsque tout le monde s'accorde sur les règles du jeu au sortir d'une élection, les vainqueurs ou les vaincus félicitent les vainqueurs. Il se trouve malheureusement que depuis le Vendès dont j'ai parlé, qui a souffert vers les années 90, le parti État RDPC avait un tout petit peu perdu pied. Il avait été surpris par la vague, par la razzia de l'opposition en 92, lors des élections législatives de 92. Et même après les élections présidentielles que le SG avait gagné haut la main avec John Frondi, mais par la suite, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés et depuis lors, ils ont verrouillé tout le système. Et l'Écam n'est qu'un petit démembrement pour ce qui nous concerne, un petit élément dans le processus électoral. Parce que lorsque vous voyez ces attributions, ou dans l'organisation technique même des élections, ils n'ont presque aucun pouvoir. Et il y a beaucoup d'intervenants dont on ne parle pas souvent. Je vais parler de la justice, de l'administration. Vous êtes sans ignorer que l'administration est contrôlée par le parti État RDPC. Vous êtes sans ignorer que la justice au Cameroun n'est pas du tout dépendante. Voyez-vous, lors des élections auxquelles nous avions voulu participer, par exemple, avant de nous rétracter, nous avions déjà des difficultés à obtenir des documents auprès des différentes administrations. Quand bien même l'Écam voudrait être sincère et que l'administration ne délivre pas ces documents, le processus conduira à quoi? Il est question pour nous aujourd'hui de s'asseoir comme les enfants d'une même mère pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui est en cause, c'est le processus électoral dans la globalité. Donc je ne pense pas que cette sortie de l'Écam puisse donner quelques espoirs que ce soit, parce que voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission que pour s'être simplement exprimé en demandant que le code électoral consensuel soit mis sur la table ou soit mis au devant de la scène, nous avons aujourd'hui pratiquement près de 300 militants qui se trouvent embassés et traduits au niveau du tribunal militaire. Qu'est-ce que ça nous coûte aujourd'hui? Encore que c'est du fait de ce manque criard du consul, le processus électoral qui fait en sorte que nous avons pratiquement 20% de notre territoire qui est en guerre et dont on ne sait quand cette guerre prendra fin. Tout simplement du simple fait de la mauvaise gouvernance due aux gens illégitimes. Pourquoi je dis illégitimes? Parce que ces gens qui aujourd'hui se targuent d'avoir le mandat tant du peuple ou de leur représentation régionale, même sur le plan électoral, sur le plan du processus électoral, aucune légitimité. Et lorsqu'on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, naturellement, on ne peut que mal gouverner. Donc, peut-être prendrait-on, pour être un tout petit peu positif, comme une étincelle, mais qui nous dit que cette étincelle deviendra de la lumière. Nous en doutons franchement. Donc le MRC voit déjà quand même l'étincelle. J'ai dit avec beaucoup de pessimisme. Avec beaucoup de... Notre femme bien gagné, merci. Voilà, René Stéphane Goué, l'Union des populations du Cameroun, n'a pas participé, comme ce sont Goué, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas, au dernier jour électoral, c'était, non, avant-dernier, on va le dire, en février 2020, et l'Écam, vous avez accusé beaucoup, vous avez accusé le MINAT et l'Écam et tout ça. Lorsque vous êtes tombé sur cette note circulaire du directeur général de l'Écam au niveau de l'Union des populations du Cameroun, le sentiment, c'est lequel? Mais on a rigolé. Ah, vous rigolez? Oui, parce que nous sommes dans une nation, je vais me répéter chaque fois, où les jéréminades sont devenues un fait de société. Un fait divers comme celui de l'Écam devient un événement politique majeur au Cameroun. Au point que, lorsque vous m'avez invité tout à l'heure, on s'est posé mille et une questions. Fallait-il participer à ces débats? Mais compte tenu du respect que nous avons pour la télévision Equinox et surtout l'animateur de cette émission, on a convenu qu'on venait quand même parler de ces faits divers. Pourquoi un fait divers? Parce que les lois ne sont pas votées à l'Écam. Oui. Et l'Écam n'a aucune compétence
pour apporter la modification. On y arrive. Ce n'est pas encore la modification. Alors, on y arrive. Permettez que je puisse aller au bout de ma pensée. Ce n'est pas encore la modification. Alors, de quoi il est question? Des propositions d'amendement. Non. Un manager gère un projet. Et comme tout manager qui gère un projet, il a l'obligation de faire un rapport à sa hiérarchie. Et dans ces pareilles circonstances, il est de bon ton que le manager demande à ses subordonnés, dites-moi quelles sont les forces et les faiblesses du projet que nous avons managé. Mais que le manager interroge ses collaborateurs sur les faiblesses de ce qu'ils sont en train de gérer et que ça devienne un fait politique majeur et surtout face à une fuite. Pour nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous pensons que c'est un fait divers. Si on le prend également sur le côté politique, si on veut rester politique, comme a dit Maître tout à l'heure, que peut-être que le tincelle peut déclencher les flammes, mais le problème du Cameroun ne peut pas commencer par le code électoral. Un code électoral est une subdivision de la loi fondamentale qui est la Constitution. Si aujourd'hui, il faut revoir par exemple l'élection du président de la République, ce n'est pas par le code électoral, puisque cette élection est inscrite même dans la Constitution. C'est pour ça qu'à l'Union des populations du Cameroun, on a toujours mis des choses dans leur ordre. S'il faut aujourd'hui que le fils d'une même mère, comme a dit Maître, je suis content que quelqu'un d'autre reprenne cette expression sur le plateau ici, parce que j'en parle tous les jours, s'il s'avère aujourd'hui que le fils d'une même mère s'asseye et discute, il faudrait d'abord qu'on commence par la loi fondamentale. Parce que si, par la loi fondamentale, on détermine... moi, je vous dis, par exemple, pour nous, à l'Union des populations du Cameroun, l'élection du président de la République doit se passer en 2 phases. Or, le code électoral ne peut pas entériner cette disposition sans un changement de la Constitution. C'est pour ça qu'il faut que les Camerounais arrêtent avec des effets d'annonce. Et surtout lorsqu'ils ne sont pas besoin. C'est le président de la République qui peut initier aujourd'hui la modification du code électoral. C'est l'Assemblée nationale qui peut initier la modification du code national. Mais ce n'est pas un organisme qui veut faire son bilan de gestion, qui va, en interrogeant ses collaborateurs, devenir un fait politique majeur pour qu'on commence à allumer le feu d'artifice. Non, le problème du code électoral, à notre avis, n'est pas un phénomène nouveau. M. Zipan l'a ciblé de cas. Depuis la nuit des temps, on a toujours remis en cause le code électoral. Et s'il y a un parti sur ce plateau qui a été victime du code électoral actuel, c'est l'Union des populations du Cameroun. Vous l'avez relevé. Oui. Et je veux vous dire, au cours des échanges avec certains responsables de l'UQAM, certains nous ont dit, si on avait su qu'en vous envoyant à la justice, on vous écarterait complètement des élections, on aurait tranché nous-mêmes ce problème. Parce qu'après tout, nous savons où est l'Union des populations. Voilà c'est-à-dire que pour nous, quand je dis c'est un fait divers, c'est tellement un fait divers que ce soit en offre, c'est-à-dire qu'en privé ou en public, les responsables de l'ECAM ont toujours décrié ce système. Les partis politiques ont toujours décrié ce code électoral. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Et on ne peut pas croire aujourd'hui que parce que le directeur de l'ECAM a écrit à ses collaborateurs en lui disant de lui remonter les insuffisances qu'ils ont relevées, que tout à coup, le RDPC va s'apercevoir qu'il y a nécessité de changer le code électoral ou de répondre aux attentes des politiques que nous sommes. Donc, pour chuter, moi, je dis à l'Union des populations du Cameroun, nous disons, l'actualité du Cameroun ne se résume pas au changement du code électoral. C'est une goutte d'eau dans la mer. Il faut d'abord la réconciliation nationale. Après la réconciliation nationale, revoir la loi fondamentale. Et c'est cette loi fondamentale qui donne les orientations, comment on fait le code électoral. En changeant tout simplement le code électoral, où même si M. Zipan l'a dit, chaque parti a son code électoral dans la mallette. Nous en avons un que nous pensons qu'il est le meilleur pour notre pays. Mais ce code électoral que nous pouvons proposer à l'ensemble... Pourquoi il a Zipan proposé que vous vous asseyez les formations politiques? Oui, je suis d'accord. Mais quelle que soit la forme que nous allons prendre pour discuter, les éléments de proposition que nous allons mettre sur la table seront en contradiction avec la loi fondamentale. Je vous ai cité un, l'élection du président de la République. Nous, à l'UPC, on ne peut plus
admettre aujourd'hui qu'un chef d'État soit élu pour un tour. Pendant un tour et pour 7 ans. Et pour que cela change, il faut que la Constitution également change. Donc on ne peut pas commencer et où c'est limité au code électoral et on ne peut pas gesticuler parce qu'un manager d'un projet fait une note de service à ces unités et que l'Union des populations quand même du haut de ces 73 ans commence à agiter les drapeaux. Non, ce n'est pas notre rôle. Oui, permettez. Alors, mon discours sera un discours de journaliste, pas de politique. Voilà, je suis entouré d'hommes politiques et je vais rester sur une analyse objective. Parce que lorsqu'on suit le représentant de l'UPC, on a l'impression de se perdre un tout petit peu. D'abord, il faut dire à ceux qui nous regardent qu'il ne s'agit pas de l'initiative de la révision qui a été prise. Voilà. On est encore en interne dans une institution où, dans un acte de gestion administrative tout à fait normal, un directeur général veut consulter ses représentants régionaux afin qu'ils lui apportent certains amendements. Donc, on n'est pas encore dans l'initiative même de la révision. Et de deux, vous avez dit des choses extrêmement pertinentes sur la forme de l'État, etc., etc. Mais je pense que vous ne pouvez pas considérer que l'initiative telle qu'elle est entamée en interne par Elecam ressemble à un fait divers. Et vous êtes tellement emmêlé les pédales que vous dites à la fois que c'est un fait divers et vous dites que le code électoral n'est pas bon et qu'il faille le réformer. Donc, ne perdons pas ceux qui nous écoutent. Disons-leur qu'il s'agit d'une démarche encore en interne et que l'initiative de la révision du code électoral n'appartient pas à Elecam. Après qu'il ait recueilli ces consultations, ces propositions, il appartiendra, tel que c'est défini dans la loi électorale, au Conseil d'Elecam d'adresser les propositions à qui de droit. C'est comme ça que ça marche. Mais actuellement, en l'état actuel de la démarche, on ne peut pas dire qu'on a déjà entamé une révision là-dessus. Donc, vous avez dit des choses extrêmement pertinentes, mais je crois que quand on vous écoute jusqu'à la fin, on se perd un tout petit peu. Voilà ce que je voulais ajouter. Il est Zipan. Oui. Certains membres de la société civile proposent un débat préalable avant toute révision du code électoral. Vous également, vous proposez que les formations politiques puissent se retrouver. D'abord, tout le monde sait que le mouvement progressiste a produit énormément sur le code électoral. Oui. Ça, il est indéniable. Donc, je suis très à l'aise. Mais, je suis un homme politique et j'aspire au pouvoir. Donc, la règle qui me permet d'arriver au pouvoir, je dois pouvoir donner mon avis et s'assurer que c'est la bonne règle qui donnera le bon résultat, parce que voter c'est un droit. Et ce n'est pas un fait divers. Voter c'est un droit. Et un droit doit être encadré pour l'aspiration au pouvoir. Donc je pense qu'à cette étape-là, ça c'est le premier élément que je dis. Le deuxième élément, c'est que en l'état actuel des choses, il faut que les téléspectateurs comprennent très bien. Les dispositions légales du code électoral donnent la latitude à l'exécutif de consulter le conseil. Tout à fait. Pour recueillir ses propositions. Nous sommes à cette étape-là. Article 4, alinéa 1. Nous sommes à cette étape-là. On est en train de consulter l'organe technique afin de recueillir ses propositions. Dès lors que le coup est parti, il est bon que nous, politiques, et là je parle en tant que politique, nous ne prenons pas ça comme un fait divers. Et là, oui, je voudrais qu'on fasse très attention. Très attention. Parce que ce système nous a montré, ou cette façon de faire montre que le président, du moins l'exécutif, est le maître du calendrier. Cela peut cacher certainement une idée qui a une modification du calendrier. Et il ne faudra pas que nous soyons surpris au moment T parce que le code n'avait pas été bon. Et là, je vais vous donner quelques rappels. En 1992, l'opposition a refusé d'aller aux élections. Ceux qui y sont allés se sont retrouvés majoritaires avec 92 députés et le RDPC avec 88 députés. Je rappelle les faits. Il y a eu le débat sur le nombre de tours à l'Assemblée nationale. Et ça passait en direct à l'époque à la radio. Paix à son âme. C'est le Frédéric Kodok, Augustin, quand le débat était complètement au plus haut, pour savoir si l'Assemblée adopte 2 tours ou 1 tour. Et l'amendement pour introduire 2 tours avait été introduit par l'UPC. Lorsque le débat a eu lieu à l'Assemblée, c'est Augustin Frédéric Kodok, secrétaire général de l'UPC,
qui allait au pupitre retirer l'amendement et a permis pour que nous ayons un tour dont nous sommes tributaires jusqu'aujourd'hui. Je donne les faits. C'est les faits de l'histoire. Donc aujourd'hui, nous sommes tributaires d'une erreur plus ou moins de l'opposition qui a refusé d'aller et plus ou moins de quelqu'un qui s'est joué les pédales. De l'UPC, il faut dire que c'était l'UPC, M. Ngoy. Ça, c'est les faits. Il faut le dire. Bien. Maintenant, je vais à une autre étape. Lorsqu'il s'est agi que l'on modifie le code actuel, et là, je donne encore des faits. Le RDPC n'a pas eu l'appui de l'UNDP. Ce code actuel n'est voté que par le RDPC. Ça veut dire que même l'UNDP, qui est l'allié du RDPC, trouve que ce code n'est pas bon. Donc, par conséquent, fort de ces deux expériences, et compte tenu du fait que les partis politiques ont réfléchi suffisamment sur ce code, j'en appelle ici solennellement que les partis politiques se retrouvent très rapidement, ensuite que nous préparons la stratégie au cas où leur proposition arrive à l'Assemblée. Parce que dans les chambres du Sénat, nous avons, dans l'Assemblée, nous avons, et je compte sur la pertinence de l'argumentaire qui permettra en ce que le RDPC lui-même puisse en assumer les conséquences. Parce que ce n'est pas seule l'opposition qui est victime de ce code. Même le RDPC, dans certaines dispositions, est victime également de ce code. Donc, par conséquent, il faudra donc y aller avec méthodologie. Et nous pensons qu'avec un peu de subtilité et un peu d'intelligence, on va le faire. Et pour terminer, je voudrais dire que, et là, il a si bien dit, c'est l'organe technique, opérationnel, qui est la direction de l'ECAM, qui va recueillir. Ensuite, le conseil va proposer. Et là, parce que c'est le conseil qui prête serment devant, et donc c'est le conseil qui assume les propositions venant donc de l'organe technique qui est donc la direction. C'est à ce stade que nous nous proposons, et je pense que très rapidement, il faut que... Hilaire Djipan, à quel moment donc interviennent les partis politiques et peut-être les organisations de la société civile? Parfait. Très bien. D'abord, les partis politiques ne peuvent s'exprimer que par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est dans... Ils peuvent se rapprocher des délégués régionaux? Non, non. C'est pas ce stade-là. Parce que les délégués régionaux, à ce moment-là, envoient les éléments au conseil. Et mais ils envoient les éléments de qui? Non, les éléments de constatation. C'est une démarche interne. C'est une démarche interne. Non, Actuellement, c'est une démarche interne. Non, la question qu'il pose... Non, Serge Alain pose une question très pertinente. Est-ce que tous les partis politiques ont fait le même constat que ceux de l'ECAM? C'est le rapport qui nous dira au moment où on va pouvoir le faire. Deuxième élément, je pense que la démarche des partis politiques ne doit pas se calquer à celle de l'ECAM. Et c'est ce que le journaliste était dit. On ne doit pas calquer. On doit pouvoir... Si on a réfléchi suffisamment, parce que c'est ce code-là, il a 300 articles. On ne va pas modifier, même si ça met, on ne va pas modifier 300 articles. Il faudra des articles, et Ngoué l'a bien dit, il y a des articles qui ont des conséquences sur la Constitution. Est-ce que la majorité du RDPC permettra? Est-ce que la majorité du RDPC permettra? Là est le débat. Il y a des conséquences, il y a des articles qui ont trait au pouvoir de la direction générale de l'ECAM par rapport au conseil. Est-ce que là aussi on va pouvoir améliorer? Et puis il y a donc ce fameux article dont tout le monde a, qu'est-ce qui doit faire foi selon dans le contentieux? Est-ce le procès verbal, le PV de l'ECAM? Et sur ce PV de l'ECAM, je pense que nous avons finalement, moi personnellement, nous étions à la chambre administrative et je vous donne la localité, c'est la localité de Maga si je prononce bien. Le PV, l'ECAM n'avait même pas lui-même les PV mais a donné les résultats. Donc ça veut dire que... Maga dans le système, non? Voilà. Donc l'ECAM lui-même n'avait pas les PV parce que les PV ont été brûlés par les populations de là. Mais ils ont donné le résultat. Donc ça veut dire que le PV même de l'ECAM n'existait pas, mais qu'il faisait foi. Néanmoins, on a pu donner les résultats. On va aller doucement. Vous dites que qu'est-ce qui s'est passé à Maga? À Maga, c'est-à-dire que l'ECAM n'avait pas de PV. Oui. Parce que les PV avaient été brûlés. Quelle élection? L'élection municipale. 2020 là? 2020. Oui, février 2020, oui. Au contentieux. Et les résultats ont été donnés? Les résultats ont été donnés. Sans PV? Sans PV. Et la question que le pose dans l'UNDP, c'est comment avez-vous donné les résultats sans votre propre PV? Et ils ont déclaré qui vainqueur? Ah, ils ont déclaré le RDPC vainqueur. Ils ont dit qu'ils ont collecté les rapports au niveau de la préfectorale. Donc vous voyez que la mise, la place
de l'administration à l'intérieur du processus peut être remise en cause. Okay. Donc vous voyez que l'administration est encore complètement prenante en fait. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer toutes ces commissions-là, il faut rééquilibrer l'âge de vote, il faut rééquilibrer à deux groupes, il faut rééquilibrer. Donc, le débat est extrêmement pertinent et je souhaite que, j'ai cité tout à l'heure, les partis que je sais de mémoire qui ont travaillé sur ce moment puissent s'asseoir. Et ils ne sont pas au nombre de 10-15, très rapidement, on peut se revoir. Il faut donc seulement que quelqu'un puisse chapeauter et je pense qu'aujourd'hui, à mon sens, la personne la mieux indiquée qui a porté ce débat de révision de code électoral auprès du président de la République, c'est Ni John Fundi. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il est en train de se retirer là. Bien naturellement, mais il faut bien qu'il il reste un homme politique. Mais il reste un homme politique, il faut qu'il assume. Alors sinon, qui l'assume alors? Qui va bon porter? Qui va réunir l'opposition? Vous voyez qu'il va y avoir un débat là-dessus. Vous pensez que ce serait facile d'amener l'UNDP, l'UDC, l'UMP, l'UPC, l'UMS, tout le monde sur la table sans que personne ne prenne l'initiative de les réunir et qu'il y a de la personnalité, de la préscience dans l'opposition? Ah, c'est parce que... Non, vous voulez ouvrir un autre débat là. Ah oui, il faut donc que l'opposition puisse s'asseoir pour pouvoir... Oui, permettez d'abord, Maître Fabien Keï n'est pas intervenu. Quels sont les éléments pour vous qui qui ne font pas l'unanimité dans ce code? Parce qu'on parle toujours de l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans, l'élection présidentielle à 2 tours et l'introduction du bulletin unique. Ça, c'est très cher au SDF. Je crois que l'enthousiasme de mon frère Hélène Zipan m'a plutôt renvoyé vers la clairvoyance du représentant de l'UPC. Ah, de ne pas y aller? Il ne faut pas prendre la vessie pour des lanternes. N'allons pas très vite en besoin. Vous connaissez? Je pense que lorsqu'on parle de processus électoral, les modifications des mandats et autres en font partie. Nous avons aujourd'hui un contentieux politique qu'il faut liquider au niveau du Cameroun. Le code électoral que nous avons entre nos mains là, c'est lui qui fait l'objet de la loi de 19 avril 2012. Exact. N'est-ce pas? On l'aurait appliqué dans une république normale, qu'on aurait même un tout petit peu, un petit consensus. Voyez-vous, vous imaginez que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle socle granitique. C'est-à-dire des zones où vous ne pouvez même pas candidater, vous n'avez même pas le droit d'y être militant d'un certain nombre de partis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsqu'on parle de processus électoral, il s'agit de solder ces contentieux-là. Parce que vous voyez-vous, dans ce code, l'initiateur sera qui? Ce sera toujours le parti État RDPC. Oui. Ça va un peu ressembler un tout petit peu. Si on y prend garde au grand dialogue national que nous avons eu pour résorber le contentieux ou la crise au NOSO, jusqu'au jour nous savons que nous avons plutôt une exacerbation de cette crise-là. Naturellement, je crois que la majorité des Camerounais voudraient que l'âge électoral soit ramené à 18 ans. Je crois que ça fait partie des premières revendications même de l'opposition. Ça fait partie des premières revendications de l'opposition camerounaise ou du peuple dans sa globalité, qui à l'époque était représenté par le SDF. On en est encore aujourd'hui là. Mais nous avons face à nous un monstre qui ne veut rien lâcher. Allez s'engouffrer dans sa gueule. Parce qu'on a vu, j'ai même parlé avec beaucoup d'optimisme, une étincelle sortie de quelque part, ce serait, je crois, perdre encore le peuple. Il faut se mettre sur ses gardes. Comment on fait pour changer ce code? Pour changer ce code, n'est-ce pas? Oui. Il faut qu'il y ait une volonté d'ouverture en face. Mais il ne peut pas. C'est qu'il n'existe pas. Oui, alors donc... Si ça ne peut pas exister, n'est-ce pas? Oui. Quand bien même vous aurez réuni l'opposition, oui, vous ferez quoi de cette opposition? Le rapport de force. Vous avez le rapport de force fera quoi? Mais le rapport de force... La rue, c'est un rapport de force. Si vous le permettez. La rue, c'est un rapport de force. Vous parlez de la rue. Qui parle de la rue? Non, la manifestation, c'est un rapport de force. Les textes de loi. Les marches blanches, c'est un rapport de force. Les marches blanches, c'est un rapport de force. Vous avez le processus électoral entre dans l'expression de la démocratie. Non. Si vous êtes la politique, c'est le rapport de force. Si vous me permettez, vous me perturbez un petit peu là. J'étais en train de dire qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Oui. Je dois vous avouer, sur le comptoir du journaliste, ça c'est des petits appâts que le gouvernement en place, le parti État DPC jette en pâture pour la distraction. Il faut bien s'en méfier. C'est même l'État. Ce n'est même pas le parti État. C'est l'État parti RDPC. Oui, l'État même. Vous savez, c'est les fonctionnaires qui sont partis. C'est la colonne vertébrale de l'administration. Non, je vous ai légèrement écouté. Donc il faut faire très attention quand on vient vous parler de position. Je vous ai entendu citer tout à l'heure le parti
l'UNDP comme un parti d'opposition. Non, j'ai dit que l'UNDP. Je vous ai l'allié. Vous avez parlé bien de l'UNDP. L'allié de l'UNDP. J'ai dit l'allié. Il avait cité. Non, j'ai dit l'allié. L'opposition. Je le retire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui par parti d'opposition, par exemple? Répondez-moi à cette question. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui par parti d'opposition ou opposition? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, mais c'est des partis qui s'expriment contre le pouvoir en place. Qui s'expriment contre le pouvoir ensemble. Ça veut dire qu'ils s'expriment contre le pouvoir le jour et ils dorment ensemble la nuit. Nous avons affaire à ça. Vous avez évoqué le cas de 1992, n'est-ce pas? L'opposition était majoritaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement le pouvoir RDPC se retrouve à avoir la majorité jusqu'à ce jour? Faisons très attention. Nous devons continuer à éclairer la population pour dire il faut faire très attention par rapport à ce qu'on nous miroite. Le processus électoral, ce n'est pas la modification du code électoral. Et vous êtes sans ignorer qu'elle est comme n'est qu'un petit, qu'un démembrement, je dirais même dire la plus grande sous-section du RDPC. Tout le monde est d'accord sur ce point. Oui. Avançons. Et lorsque le RDPC vous parle d'ouverture, vous allez croire comment? Mais il faut s'armer de beaucoup d'autres choses. Et vous évoquez par exemple les marches. Les marches sont une expression de la mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Le parti RDPC ne veut même pas qu'on marche. Ben alors, donc on fait comment alors? N'est-ce pas? On fait comment? Mais il faut les amener. Voyez-vous, vous avez évoqué le cas de l'abstention. Oui, mais on fait c'est comment? un parti politique. Oui, mais on fait comment? Nous avons réussi, n'est-ce pas, à montrer aux yeux, à décrédibiliser le système électoral qui est en place. Pour la simple raison qu'au sortir des élections législatives et municipales, on a constaté qu'il y avait une abstention de pratiquement 80%. D'accord. Aujourd'hui, il y a eu certaine désaffection de la population. Pour arriver au pouvoir? Le MSC, par exemple, vous a dit qu'il ne voudrait pas aller au pouvoir, d'accéder au pouvoir à tout prix, n'est-ce pas? Il voudrait qu'on instaure une démocratie dont le principe essentiel, c'est one vote. Que comment dirais-je? Que le bulletin de vote de tout Camerounais, de tout citoyen camerounais soit pris en compte. C'est à travers certaines actions, et je ne suis pas devenu dans des incantations. Non, j'ai dit que voter c'est un droit. Qui nous a servi à rien. Voter c'est un droit. Bien entendu. Ou alors, nous reciter ce qui s'est passé avant, ça ne sert à rien. De votre enthousiasme, par contre, on se perd. Oui, on sort. René Stéphane Goué, de qui devrait provenir ces amendements? Alors, avant de revenir sur les amendements, j'ai deux précisions à apporter parce que lorsqu'on déforme vos propos, pour les téléspectateurs, il faut recadrer les choses. Je n'ai pas dit le changement de code électoral est un fait divers. J'ai dit la note du DG de l'ECAM à ses collaborateurs est un fait divers. Parce que c'est ce qui déclenche le fait d'annonce que nous mettons sur ce plateau. C'est deux choses bien différentes. C'est peut-être au-dessus de l'intérêt. Et même ça, et même si c'est la note du fait divers. Une autre circulaire dans une structure, ça peut avoir de suite, comme ça peut ne pas avoir de suite. Oui. Et qu'on en fasse un événement politique majeur de la nation, je suis désolé. C'est incroyable. Tout le monde n'a pas... C'est la première fois que j'entends ça d'un homme politique. Mais ce n'est pas possible. C'est tout à fait incroyable. Mais il a d'une impertinence que je veux... Non, je vous en prie. Mais c'est incroyable ça. Il a d'une impertinence et en plus, nous sommes à la télévision, monsieur. Calmez-vous au moins. Allez-y, René Stéphane. Alors, je disais, ça c'est une note interne d'une structure qui n'est même pas le conseil électoral. C'est-à-dire que cette structure n'a même pas compétence de faire des propositions au gouvernement. Cette structure qui émane cette note. Exact. Non, si les gens n'ont pas l'intelligence des événements, qu'ils écoutent et qu'ils apprennent au monde. Donc ça, c'est une note interne d'une structure qui n'a même pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire même tout ce qu'ils peuvent faire comme travail, remonter l'information et que le conseil électoral ne l'adopte même pas. Exact. Ah ouais. Donc ce n'est pas... vous revenez à ce que j'ai dit finalement. Ah ouais, voilà. Vous revenez à ce que j'ai dit. Finalement, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Allez-y. Alors, pour moi, une note interne d'un organe dont tout le monde a décrié ne peut être qu'un fait divers. Maintenant, dans cette République, il y a des mécanismes pour initier, que ce soit le dialogue politique, que ce soit les concertations politiques, que ce soit les lois électorales. Et c'est ce que j'ai dit. J'assume, je sais que M. Zipan, dans sa chute,
il est revenu en disant oui, il a raison de dire que certains articles vont faire de sorte que même la Constitution soit changée. Mais ça ne l'a pas privé de me donner les coups au-dessus de la ceinture en citant le cas Frédéric Koddo, dont il connaît très bien. Mais je sais ce qu'il cherchait. Il voulait que je lui dise. Il cherchait quoi? Et il cherchait que je lui dise non, je n'assume pas ça, je n'étais pas de cette UPC-là. Il a rappelé les faits historiques. Il a rappelé les faits. Oui. Il a rappelé les faits. Je rappelle que c'est mon ami depuis 30 ans. Il Donc sait, on connaît bien. il sait de quel fait il le rappelle et pourquoi il l'a dit. Oui. Et nous le comprenons. Et il a choisi. Moi je dis, monsieur Zika, c'est de manière sélective. Retenez-le. Tout ce qui a le label UPC, je l'assume. Oui. Ce que M. Koddo a fait, je l'assume. Exact. Ce que les exilés ont fait en France, je l'assume. Exact. Ce que les UPC de l'intérieur ont fait, je l'assume. Merci, Ce oui. que le Manidem a fait, je l'assume. Donc je ne veux oui. pas venir sur un plateau de télévision dire que j'étais en contradiction avec M. Koddo par rapport. C'est ce que vous espérez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Maintenant, je continue à vous dire que cette note est un fait divers d'une entité qui gère une partie du processus électoral. Tout à fait. Et que si l'opposition veut se prendre au sérieux, Oui. l'opposition ne va pas se réunir parce qu'il y a une note de service. L'opposition doit se réunir parce que nous, depuis C'est pour ça lors, que je parle d'enthousiasme de monsieur. Non. depuis lors, nous C'est parlons l'enthousiasme. du changement de la Constitution. Et pour qu'il y ait une bonne loi électorale au Cameroun, il faut d'abord, au préalable, changer la Constitution camerounaise. Et j'ai dit, et je le dis, que ça plaise ou pas, qu'au-delà même des lois de la Constitution, tout commence même par la réconciliation des cœurs. Il faut que les Camerounais se réconcilient. Qu'on cesse de penser qu'il y a des Camerounais à part et des Camerounais à part entière, comme pour paraphraser l'actuel président de la République. Donc il faut que les gens comprennent que ce n'est pas par une institution de gestion, pas d'organisation, de gestion des élections, que le changement du code électoral peut commencer. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour moi, cette note de service. Si le Conseil et les CAM dit aux partis politiques, je souhaite vous consulter, eh bien ce serait plus un fait divers. Si le gouvernement dit aux partis politiques, je souhaite vous consulter pour le changement du code électoral, eh bien ce serait plus un fait divers. Mais, pour l'instant, nous disons encore haut et fort que le code électoral n'est pas l'élément majeur du changement ou de la tenance que nous souhaitons au Cameroun. Okay. Ce qu'il faut, c'est le changement de la Constitution. Oui, et d'abord, Georges a demandé la parole. D'accord, je crois que... On n'allait pas revenir sur le... Non, je ne reviens pas sur la polémique. Je pense que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est c'est quand même une institution à respecter dans notre pays parce qu'elle est financée sous l'argent de chaque Camerounais. Et lorsqu'on lit cette circulaire, ça dit partant d'expérience puisée de l'organisation et de la gestion des récentes échéances électorales. Ouais. Je crois quand même que ce soit une circulaire ou une directive ou n'importe quel document interne qu'on considère ici comme un fait divers, je crois quand même que pour un homme politique, ça devrait déjà constituer une matière à réflexion politique. Et pour tout homme politique avisé, comme le disait M. Nzipan tout à l'heure, je crois qu'on devrait déjà se concerter, même sous cap, pour chercher à dénicher ce qui se prépare derrière ce type d'administration. Donc voilà ce que je voulais éclaircir. Sur le reste de impertinence, etc. Je laisse à son auteur. Vous m'avez promis de ne pas revenir là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, il est indépendant. Je voudrais donner deux faits. Parce que moi, je suis là depuis moins de 30 ans. Tout à fait, je le sais. Depuis moins de 30 ans. Moi, nous sommes passés... Nous sommes passés de l'organisation des élections par l'administration à l'ONEL 1, ONEL 2 et les camps. Donc il y a une avancée. Tout à fait. Et lorsque votre leader, pour qui vous n'avez pas qu'on ait l'impression que l'avancée c'est au niveau des noms. Le changement de dénomination. C'est le changement de nom qui est l'avancée ou bien... Non. Je donne des éléments. Oui. Okay. Au moins tout le monde est d'accord que même si aujourd'hui il y a des trucs à améliorer, pour autant les doublons ont diminué de quantité. C'est-à-dire, il y a moins de doublons. Doublons, c'est quoi? C'est-à-dire que ceux qui votent 2, 3, 4 fois au cours d'une élection. C'est ce que j'appelle le Congo. C'est un autre élément. C'est plus dangereux que les doublons. C'est un autre élément. Et les Jules Congo. On bourrait et on avait les doublons. Et ça, c'est du fait de l'ECAM. Quand il n'y a plus de doublons. Non. C'est le bourrage de Jules auquel on assiste aujourd'hui. Je suis passé... Des doublons.
aimablement. Je peux aller, je suis passé aimablement. S'il te plaît, moi je veux comprendre. Je peux dire un mot. Non, je peux dire le journaliste me dise ça, j'accepterai. Je peux dire que les doublons ont disparu du fait de l'écart. Monsieur et pourquoi si je le dis, vous acceptez? Parce que moi je allez-y. Nous sommes passés de l'administration des élections par le MINAT, ONEL 1, ONEL 2 et les CAM. On est d'accord avec toi, M. Ngoué? Bien été. À chaque moment, on prépare les CAM 2 là maintenant. Il y a eu quelques avancées. Oui. Alors, beaucoup plus maîtres, qui semblent me dire que non, rien n'est bon, on ne peut pas faire, il ne faut même pas se réunir. On ne peut même rien. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se réunir. Voilà. J'ai envie de décrire votre enthousiasme. Non, moi je ne décris pas. Alors, je prends pas la Constitution. Là, voici la Constitution. Tout à fait. De 96. Elle date de 96. Article 7, alinéa 2. Ça nous pend au nez à l'opposition. Nous tous. Article 7, alinéa 4. Je le lis. Article 7, je le cherche bien entendu pour être sûr que je ne me trompe pas dans la lecture, pour que nous ne bagarrons pas. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou professionnelle. Le président Biya est président national du RDPC. Voilà. L'opposition a fait quoi pour que ça change? Dites-moi ce que vous avez fait avant. Mais je dis que l'opposition, elle est depuis 1996. Donc nous-mêmes, vous avez trouvé en 96 avec ce combat. Je dis elle date de 96. Et je dis un acte clair. Alinéa 4. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre élection publique. Le président national du RDPC est élu publiquement. Par contre, vous le trouvez parce que ça vous interrompt. Je voudrais dire que... Non, j'essaie de... Vous êtes tellement pertinent. Là, vous êtes pertinent. Maître, ce ne sont pas les lois, c'est leur application. Maître. Je pose pas ce ne sont pas les textes de loi, mais c'est leur application. Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut démontrer. Je vais démontrer par là que quoi? Que même si le code électoral change... Le président de la République n'en a que cul. Puisqu'il a participé à l'opposition. Moi, je veux comprendre. Que l'opposition laisse faire. Quand je dis c'est un fait divers, vous dites non, il faut absolument qu'on change le code électoral. J'ai compris. Et tu donnes un article de la Constitution qui nous dit que même si le code électoral change, rien ne changera. Permettez donc à Hilaire Zipan de nous dire où est-ce que vous voulez nous emmener. C'est pour vous dire que la politique, c'est en permanence un rapport de force. Exactement. Le rapport de force se construit. Je suis d'accord. Il se construit et il s'organise. Comment une opposition peut être aussi dispersée et chacun avec son argumentaire par lui-même et demander qu'on construise une force? C'est un autre débat là. C'est ce que je dis. Et je dis donc une fois que le RDPC, je suppose, et là je suis d'accord avec toi qu'on a encore l'état primaire, je suis d'accord. Voilà. Mais une fois que cet état primaire est passé au niveau du conseil, il est bon pour l'opposition de s'organiser maintenant. Non, René Stéphane, lui, ne parle même pas d'étape. Lui, il dit c'est un fait divers. Non! Pour lui, ça n'a même pas commencé. La politique est un rapport de force. Comment pour le remplacer? Parce que... On le change comment? Ce seront les premiers à être surpris que les choses sont déjà avancées. C'est que le Premier ministre, sur instruction du président de la République, a reçu tous les partis politiques. Je dis bien tous. On parle de 300 partis au Cameroun, y compris les partis qui ne sont pas de la majorité présidentielle ou les partis qui ne sont pas à l'Assemblée. Et je sais que Hilaire a été reçu dans ce cadre-là. Il a fait ses propositions. Chaque parti a fait des propositions. Et les propositions de l'ensemble de l'opposition camerounaise aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'on va les préparer. C'est sur la table du Premier ministre. On a dit on veut un changement de la Constitution, on veut un changement de code électoral. Comment le contraire pour y aller? Comment le contraire pour y aller? Mais c'est pour ça que j'étais surpris tout à l'heure que tu dises que c'est quand je parle d'un épi... Non, on a déjà traversé ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, mais c'est là où moi je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'on se regroupe. Bien sûr. Que le rapport de force soit sur le terrain. Alors, parce que... non, il n'y a que le regroupement. Oui, okay. Là, il n'y a pas de débat. Merci, cher monsieur. Il n'y a que ça. On revient après le journal. Merci. On n'est pas d'accord. Bonsoir, il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir, Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous reviendrons sur les circonstances d'un grave accident qui a coûté la vie à au moins 5 Camerounais, dont un nourrisson de 9 mois. La scène s'est déroulée dans la nuit de dimanche à ce lundi sur l'axe Foumbot-Banganté et les rescapés pointent un doigt accusateur sur le bus gros porteur de l'agence Avenir Voyage et son chauffeur roulant à vive allure
et disposant d'un véhicule défaillant. Nous parlerons également dans le journal de 20h d'une énième tentative des autorités administratives d'assainir le secteur des mototaxis, opération d'identification, distribution des chasubles, mais pour autant, le désordre règne toujours dans ce secteur. Comment la ville de Garoua-Boulaye peut-elle inspirer la capitale économique Douala avec son système de transport? Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est une question qui préoccupe au plus haut point les autorités camerounaises, la recrudescence des cas de Covid-19. Dans le journal de 20h, le professeur Hugo Mbachou fait le point sur une inquiétude des spécialistes de santé publique et le président de la République, Paul Biya, a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun. 1h20 d'échange pour parler des questions de sécurité intérieure, de la crise sanitaire et lui adresser un message écrit du président français Emmanuel Macron. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, justement, madame, monsieur, après le journal de 20h, ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Mais avant tout cela, madame, monsieur, le 20h, le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Mais avant cela, une page de pub.